Pour moi, l'exploration urbaine, c'est pas que visiter des lieux abandonnés, c'est aussi se renseigner sur leur histoire. Il y avait de très jolies fresques qui avaient été peintes exprès pour le manoir à l'époque. On peut appeler ça de l'archéologie moderne amateur, en fait. Peut-être on peut relier aussi le goût de l'urbex contemporain à un monde qui interroge plus le passé qu'autrefois. Il y a des belles lumières, il y a des beaux graphes, il y a plein de belles choses. C'est des décors en fait, hein. On a l'impression que c'est des décors de cinéma des fois, c'est tellement beau. On va dans des endroits où on n'est pas censé être, où on n'a normalement pas le droit d'y être. Et donc on se sent un petit peu privilégié aussi d'être dans ces endroits-là. Et du coup, c'est assez grisant aussi. Un accident grave, c'est vite arrivé et l'urbex, c'est hyper dangereux. J'ai l'impression que c'est souvent, en fait, les endroits sont une croix sur une liste. Bon, voilà, c'est bon, on l'a fait. On l'a fait. Enfin, il n'y a pas un proprio qui s'en va en se disant « Tiens, je vais laisser mon château ouvert, faut arrêter, quoi. » J'aime bien en fait avoir l'impression d'être dans un film d'horreur. J'ai cru entendre la bouche. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Faut que je bouge de là. Faut que je bouge de là, c'est trop bizarre. Ah! Y'a qui là? C'est quoi ça? Oh, c'est quoi? Comme d'hab, le petit trépied au cas où il faut l'accrocher sur un truc un peu, tu vois, si c'est pas stable. Ouais, okay. J'ai chargé les 4 lampes, parce que je me suis dit que 2 serait pas assez. Le bâtiment il est immense. Allez. Aujourd'hui, on va se lancer sur une visite d'une ancienne bâtisse qui a abandonné sur à 100%. J'ai eu les infos comme quoi c'était abandonné, donc ça va être normalement accessible. De ce que j'ai vu sur les plans avec Google Earth, ça a l'air très bien parce que ça a l'air très très grand. C'est sûr qu'on y est? Parce que ça me parle. D'accord. Là, il y a une forêt de bambous, ça me dit rien, mais ça me parle, ce bâtiment-là. Par contre, il y a une voiture là. On rentre pas pour ça. Là, si on voit que c'est safe, que vraiment le mec est pas dans le coin et que dans tous les cas, il verra même pas qu'on est venu. Donc c'est ouvert, on ira, c'est sûr. Les seuls moments vraiment où on rentre à la maison, c'est s'il y a carrément quelqu'un dedans, clairement qui vit et que c'est pas du tout abandonné, que ça a été repris, ou si le lieu est quand même abandonné mais que c'est complètement fermé. Vraiment, on casse rien pour rentrer. Le but, c'est que nous, on rentre, on ressort et le mec qui passe 1 heure avant nous, 1 heure après nous, il voit pas qu'on est venu. Je m'appelle Guillaume, mon pseudo c'est Fir sur YouTube et j'ai 34 ans. Avec Julien, ça fait plus de 10 ans qu'on fait de l'urbex ensemble. De passion, de base, où on se promène dans tout ce qu'on trouve abandonné, ça fait plus de 10 ans. Ouais. Les adresses se partagent pas dans l'urbex, c'est-à-dire qu'on peut pas demander à un autre urbexeur, ton lieu est cool en photo, j'ai envie d'y aller, c'est où? Il le dira jamais. C'est un des principes de l'urbex, c'est qu'on partage pas les adresses, mais en général, un bon urbexeur est capable de retrouver l'endroit juste avec une photo. Il faut juste être assez malin. Si on a suffisamment d'éléments sur la photo, on peut retrouver à peu près l'endroit. Je suis un gros fan de films d'horreur. Souvent, c'est dans des vieilles maisons abandonnées, des trucs où c'est très sombre, dans les caves, des trucs très dark. Et j'aime bien en fait avoir l'impression d'être dans un film d'horreur, en espérant que la fin se finisse pas aussi mal que les films d'horreur. Mais voilà, le but c'est ça, c'est d'être cette immersion dans un film. Je trouve ça génial. C'est des décors en fait, hein. On a l'impression que c'est des décors de cinéma des fois, c'est tellement beau. Dès qu'on s'approche du lieu, on essaie d'être un peu plus discret, on parle beaucoup moins fort si jamais il y a quelqu'un qu'on ne leur fasse pas peur déjà dans un premier temps, qui ne pense pas qu'on est là pour leur faire peur, etc. Et on essaie de repérer les portes ouvertes ou les fenêtres ouvertes, voir si tout est relié ensemble, parce que des fois, cette partie du bâtiment va être ouverte et la partie du bâtiment arrière ne va pas être reliée à l'intérieur.
Donc il y a des fois, il y a une partie qu'on ne pourra pas visiter malheureusement. Et là, la première chose que je constate, moi, c'est qu'il y a des traces de roues qui sont hyper récentes ici. Donc c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont venus il n'y a pas très longtemps. Donc à mon avis, des gens qui sont venus visiter aussi. Hein. C'est pas rien à voir avec les propriétaires ou des voleurs. Il y a énormément de voleurs. Ça, c'est un des plus gros problèmes de l'urbex, les pilleurs et les voleurs. On va aller regarder sur le côté gauche où j'ai vu la porte. Bingo, c'est ouvert. L'urbex, ça a commencé, comme beaucoup de gens, on a tous fait quand on était jeunes. Dans notre petite ville ou notre village, on a tous une maison un peu abandonnée. Donc on a tous l'envie un jour de rentrer dedans. Et ça a commencé comme ça. Il y avait une maison chez moi, dans ma ville. On est rentré dedans en pleine nuit comme ça, un jour, un week-end. Et j'ai adoré le sentiment de frisson qu'on a à l'intérieur, la sensation vraiment où ça fait peur de savoir si on va pas trouver quelqu'un. Il y avait tout ça qui se mêlait à plein de sensations et j'avais adoré ça. Du coup, après, on en a fait d'autres. On a essayé d'en trouver une autre un peu plus loin. Et petit à petit, on a commencé à chercher des lieux dans toute la France et à chercher des trucs de plus en plus gros. Donc, c'était des petites maisons et c'est passé à des châteaux, quoi. Ouais, ça fera faire. Avec les lampes et tout, parce que ça, on le voit. La nuit, on le voit pas. C'est hyper dangereux, j'ai l'impression que c'est hyper profond. Ouais, je pense que c'est une fosse. Hein. Mais en tout cas, j'ai pas envie de tomber là-dedans, ça c'est sûr. Il y a une porte ouverte juste là. Ça amène dans toute cette partie du bâtiment, donc c'est tranquille. Je pense que toute la chapelle, c'est fait. On sait qu'on peut rentrer dans tous les bâtiments, donc c'est l'heure d'aller manger. On va attendre que la nuit tombe. Moi, je fais de la vidéo de nuit parce que je trouve clairement que l'ambiance est complètement différente. Dès que la nuit tombe, tout prend une autre ambiance, l'éclairage, la petite lumière, on voit plus le fond du bâtiment, on ne sait pas ce qui peut se cacher derrière chaque machine. Il y a une pression qui vient, que moi j'adore, qu'il y en a qui ne supportent pas du tout. Et c'est ce côté-là que je vais chercher la nuit, moi. Je ne suis pas attiré par le fait de faire des belles images, mais le côté frisson vient la nuit, donc je viens la nuit. On est enfin sur un nouvel urbex. Il est derrière, on est arrivé il y a déjà quelques heures et tout ça, bref, je vous passe les détails. Il est juste derrière nous, c'est ouvert, c'est accessible, c'est incroyable. On va vous raconter un peu l'histoire du lieu qui est folle et très flippante aussi. Et c'est tout. C'est prêt? On y va? C'est parti. Let's go. Allez, à tout de suite. Générique. Merci. Il y a des livres partout. En gros, on est dans une ancienne école catholique qui a fermé il y a quelques années. Je ne vais pas vous dire quand exactement pour pas donner trop d'infos sur le lieu. Ça a été fermé parce que le directeur a été condamné pour violence sur les élèves. Mais il y a quand même un lourd passé ici, c'est vrai que du coup ça amène aussi une ambiance quand on sait ça. Forcément, on est à l'intérieur, on sent un truc un peu plus glauque que si... Ça rend encore plus glauque. Bah ouais, que si on nous dit c'est juste une école où elle a fermé parce qu'il y avait de l'amiante. Quand on connaît l'histoire d'un lieu et quand c'est un peu glauque et tout ça, c'est vrai que ça rend les choses encore plus intéressantes pour nous et même pour ceux qui regardent les vidéos. Je trouve ça plus sympa. Et mais après, on va pas forcément que dans des endroits où il s'est passé des choses, où c'est glauque, pas forcément. Mais ça rajoute un petit truc quand c'est comme ça. T'as vu les fauteuils? Je suis hyper content qu'il reste encore plein de choses de l'époque, même si c'est pas abandonné depuis très très longtemps en soi, mais ça n'a pas été tout volé non plus. Et j'aime bien justement replonger dans l'histoire du lieu, en retrouvant des livres comme ça qui étaient utilisés vraiment à l'époque où c'était encore en vie ici.
rentrer dans la chapelle qui est incroyable. C'est très très grand. Je sais pas si vous arrivez à vous rendre compte à quel point c'est grand. Je vais essayer de vous éclairer. C'est immense. C'est vraiment très beau. On s'imagine les gens très rapidement qui mangeaient, qui venaient ici prier ou qui révisaient leurs cours avec les livres. Et c'est le plus intéressant, ouais, d'essayer de se rappeler comment c'était ici avant que ce soit complètement abandonné et à l'état de ruine, quoi. Moi, pour moi, à cet endroit-là, je vois bien les élèves qui venaient prier ici, dans la salle. Et là, sur les deux rangées des côtés, là, je vois bien des surveillants qui font le tour pour regarder s'ils ne sont pas en train de faire autre chose que d'écouter la prière. Ou j'en vois même qui n'écoutent pas du tout là-bas. S'ils sont dans le fond, ceux-là, je les connais. C'est toi et moi, ça. Ça, c'est nous deux à l'époque, ça. Donc c'est ici que je fais mon montage d'urbex et mes fictions aussi. Donc tous mes courts-métrages que j'écris et que je monte, tout se passe ici. Le temps de tournage, le temps du montage, des rushs et tout ça, je pense qu'il y a une trentaine d'heures de travail derrière. Ça peut aller en tout cas jusqu'à une trentaine d'heures pour une vidéo de 30 minutes. Du coup, la chaîne, on l'a lancée avec une vidéo d'urbex. Donc c'était vraiment la base de la chaîne YouTube, c'était l'urbex. Donc on est parti faire un urbex de notre ville, un truc basique qu'on connaissait. La vidéo n'a pas fait un carton, on a dû faire une centaine de vues ou 200 vues. Et elle a été repartagée un petit peu, donc nous on était pris dans le truc, on s'est dit bon, on va en faire une deuxième. Et vraiment pas dans l'objectif de gagner des abonnés derrière, c'était plus dans le partage. Là actuellement on est à plus de 30 000 personnes, il y a 33 200, j'ai pas le chiffre exact parce que on voit pas la suite, mais il y a plus de 33 000 personnes. En l'espace de même pas 4 ans je crois. Si demain je peux arrêter de travailler et faire que ça, ce serait vraiment le meilleur truc qui pourrait m'arriver. Maintenant, j'ai mon métier, ça fait déjà des années que je le pratique et je l'aime beaucoup, c'est un métier de passion. Mais j'arrive à un moment où je me dis, s'il y a une transition à faire à un moment de ma vie, je le ferai sans hésiter. Dans le fond, il n'y a pas véritablement un acte ou un moment de naissance de l'urbex. C'est un mouvement qui, d'une part, a existé depuis très longtemps et qui s'est accru avec la désindustrialisation dans les années 70-80, puisqu'il y a énormément de lieux qui vont être abandonnés. Donc, il y a des enfants ou des gens intéressés qui vont se promener. Donc, se promener dans les ruines, se promener dans les lieux abandonnés, c'est évidemment très ancien. Par contre, je pense qu'il y a quand même deux éléments importants qui nous font parler d'un mouvement urbex. D'abord, quand le mot apparaît, à la fin des années 90, au début des années 2000. Donc ça signifie que quelque chose change, quelque chose bouge. Alors il y a deux choses qui changent à la fin des années 90 et dans les débuts des années 2000. C'est évidemment d'abord l'existence des réseaux sociaux et l'existence, développement d'Internet avec les sites de partage photographiques ou vidéo, donc Facebook, YouTube, qui fait que ce qui était une petite visite personnelle devient un mouvement, puisque vous pouvez partager vos vidéos, vos visions, vos visites. Et ça, évidemment, c'est un élément important. Donc pour moi, il y a urbex quand il y a partage, quand il y a des réseaux sociaux, quand il y a Internet, pour que le mouvement devienne quelque chose de groupé, de collectif, de partageable. Je m'appelle Raphaël et avec Christelle, on s'apprête à aller visiter un vieux corps de ferme abandonné. On va dans des endroits où on n'est pas censé être, où on n'a normalement pas le droit d'y être. Et puis, oui, on ne sait jamais à quoi s'attendre, ce qu'on va découvrir, sur qui on peut tomber. Trop facile. Ça comporte des risques. On sait, dans les faits divers, qu'on voit souvent des jeunes qui sont allés de nuit. Le gars, il est tombé de nuit parce qu'il n'a pas fait attention et parce que c'était de nuit.
Donc un accident grave, c'est vite arrivé, et l'urbex, c'est hyper dangereux. C'est une chose sérieuse, on ne va pas faire de l'urbex pour rigoler, pour faire les fous, quoi. Et puis aussi d'aller dans des endroits où personne d'autre va aller, où très peu de gens vont aller. Et donc on se sent un petit peu privilégié aussi d'être dans ces endroits-là. Et du coup, c'est assez grisant aussi d'être là. Et donc très peu de gens auront les photos qu'on va faire. Et ça, c'est classe aussi. Ouais. Officiel des PTP. J'arrive pas à voir la lumière, peut-être sur la tranche. Oh bah, oups, pardon, la tranche, il n'y en a plus. Si on déplace, on remet. On rentre que si c'est ouvert, on vole rien, on casse rien. L'idéal, c'est de repartir en laissant les lieux comme on les a trouvés. Ça, c'est vraiment, je veux dire, la charte de qualité de l'urbex que je tiens, moi, personnellement, enfin nous, qu'on tient à respecter au plus proche. Avec mon épouse, du coup, on y va tous les deux. Donc on y va à pas feutrer, on fait super gaffe, on fait pas de bruit. Et du coup, ça permet aussi de respecter le silence et l'absence de vie de ces lieux-là. C'est vrai que ça fait des moments un peu hors du temps et des endroits assez exceptionnels, assez inattendus. La salle à manger. Il y a un piano. Quelqu'un qui écrit à une femme, parce que Annie Cher, au début, c'est au féminin. Mais je sais pas. 26 décembre 1944. Et je ne peux que votre pauvre bouche aurait besoin de tant d'hygiène. Oh, c'est curieux. Ouais. La pile de journaux qui est ficelée là. Alors l'urbex, c'est un bon sujet pour de la photo parce que c'est beau, il y a des belles lumières, il y a des beaux graphes, il y a plein de belles choses. Et ça permet aussi de, quelque part, de garder un souvenir de ces lieux, parce qu'il y a des lieux, nous, qu'on a visités, qu'on a photographiés, qui n'existent plus, qui ont été détruits. On garde une trace du passé, en fait, d'un vécu qui a existé, même si on ne connaît pas forcément toute l'histoire des lieux et encore moins des personnes qui ont vécu, mais peut-être qu'un jour ça peut intéresser des gens, on ne sait pas. Des endroits comme ça où il y a encore toute la vaisselle à peu près nickel, c'est plutôt agréable. On en connaît 2 ou 3 des endroits comme ça, mais après avec le passage, parce que tu as forcément des gens qui s'intéressent et qui ont des pensées malveillantes, et du coup tu reviens 6, 7 mois, 1 an après, et c'est plus du tout dans cet état-là. On l'a vu sur 2 ou 3 endroits, et c'est dommage. Que les gens, je sais pas, peut-être qu'elle allait tirer l'eau au puits, tu vois. Et du coup, elle devait sortir par la cuisine pour récupérer l'eau du puits et faire sa petite vaisselle ou quoi. Il devait y avoir des animaux à gogo, genre des moutons, des vaches, à mon avis. Ils devaient être bien occupés, ces gens-là, ils devaient avoir une vraie vie, quoi. Ils n'étaient pas le nez dans nos écrans comme maintenant.
c'est sûr. Pas les mêmes époques. Moi, au départ, je suis photographe animalier. Enfin, photographe animalier, c'est un bien grand mot, mais je suis parti sur la photo en commençant par la faune, la flore. J'adore la nature, donc c'était ici, la Sologne, c'était l'idéal, quoi. On a eu l'occasion de goûter une fois à l'Urbex, et du coup, on s'est dit, bah, c'est parfait. Pour les périodes où, entre septembre-octobre et mars-avril, où c'est plutôt tristouné au point de vue de nature et floraison, du coup, l'Urbex, c'est un autre moyen de faire de la photo, un autre plaisir. On est dans le local de Raphaël, où il reçoit ses potentiels clients pour signer les contrats photo, mariage, baptême ou autre. Et puis on a aussi quelques photos qu'on a agrandies et ça nous sert aussi un peu de lieu d'exposition. Elle est pas mal, celle-là. Ouais, j'aimais bien. Enfin, le papier avec la pipe, là, c'est stylé. Sur ce site-là, il y avait plein de super beaux graphes, dont celui-ci notamment, où là, avec le rayon lumineux, le petit rayon de lumière, du coup, j'aime beaucoup cette photo-là aussi. Puis le graphe, il est terrible, quoi. Cette photo-là, c'était sur un ancien centre de vacances, toujours en Alsace, mais en altitude, du coup. Et on avait très froid ce jour-là, c'était limite la tempête de neige. Donc on voit bien que voilà, c'est plus habité depuis bien longtemps, la piscine elle est super. Quand on veut faire du bon travail et avoir une belle photo, ça se mérite, il faut s'en donner les moyens. Donc s'il faut avoir froid, bah, on accepte d'avoir froid. S'il faut faire des kilomètres, on les fait. Pour les photographes, c'est une matière photographique évidemment très importante, l'urbex, parce que c'est une vieille tradition d'ailleurs, antérieure à la photographie, hein, on pense aux gravures ou aux peintures d'autrefois. C'est un véritable thème finalement artistique. Le fait que les lieux délaissés inspirent, c'est quelque chose qu'on retrouve dans l'Antiquité, qu'on retrouve même au Moyen-Âge. On sait très bien même qu'il y a un goût romantique de la ruine qui est très important au XIXe siècle. Donc l'idée que les lieux abandonnés sont en quelque sorte une ressource pour l'homme, c'est quelque chose d'ancien et de variable aussi selon les époques. On ne va pas y chercher la même chose. Dans l'urbex, il y a quand même l'idée de s'approprier un espace de manière assez libre, sans contrainte, qu'il y a une dimension aussi libertaire, de se dire je me saisis d'un lieu de manière illégale comme j'en ai envie. Et puis, c'est aussi un véritable loisir. C'est-à-dire que pour des gens, c'est une forme d'investissement, loisir sportif, loisir de curiosité naturelle, qui fait que finalement, ça peut même devenir une forme de passion. Certains disent que c'est une passion dévorante, que ça leur prend beaucoup de temps et beaucoup d'argent de s'organiser. Donc vous voyez, ces ressources, même matérielles de l'urbex, sont finalement très variées. Aujourd'hui, on se retrouve dans un lieu qui est complètement différent de ce qu'on visite en temps normal, c'est-à-dire château, maison et tout ça. On est dans une sorte d'usine, c'est complètement même une usine abandonnée, une ancienne tannerie. Je vais vous raconter un petit peu d'histoire après parce que là, on va traiter un poil de paranormal ce soir. Allez, go, c'est parti. Il y a plein d'inscriptions de l'époque, 1974, 75, il y a des autocollants là tout le long. Je sais même pas ce que ça représente, des papillons, il y a des... C'est quoi ça? Repose en paix Thierry. C'est trop bizarre. Je
profite de cet endroit un peu vide, un peu tranquille pour vous raconter l'histoire du lieu. Après le décès du propriétaire, ça n'a pas été repris. Parce que je pense trop de travaux, etc. Donc voilà. Et il y aurait cette légende qui raconte que le propriétaire serait mort dans d'atroces souffrances. Pour quelle raison, j'en ai aucune idée, j'ai pas plus d'infos là-dessus, mais il serait pas mort d'une mort basique, entre guillemets. Il aurait souffert de quelque chose et il serait mort dans l'usine parce qu'il vivait 5 jours sur 7 ici en fait. Du coup, ce serait vraiment le fantôme du propriétaire qui serait sur place et qui s'amuserait à faire peur aux gens et du moins essayer de les faire fuir, quoi. On va ici. Là par contre, il y a un bruit vraiment bizarre. Est-ce qu'il y a quelqu'un? J'ai cru entendre un bruit. J'ai l'impression que ça venait de faire par là. Sur cette pièce. Faut que je bouge de là. Faut que je bouge de là, c'est trop bizarre. Oh! Y'a qui là? C'est quoi ça? Oh! C'est quoi? C'est bon. Elle est bonne celle-là, Rose. Terminé. Vu que j'ai les cheveux Je noirs. garde celle-là, c'est la meilleure. Vu que j'ai les cheveux noirs, derrière la porte, c'est pas vu. Non, mais derrière la porte, on te voit, mais c'est pas grave. C'est exactement ce que je voulais amener, tu vois. On arrive à apercevoir Rosalie sans qu'on la voit réellement au niveau de son visage. Ouais, bah oui. Et le but vraiment précis, c'était que les gens, tu vois, il y a une personne sur 5 ou une personne sur 10 qui va se dire « Oh, il y a un truc qui est passé là. Et il faut pas que tout le monde le voie, en fait. Ouais, c'est faut ça que aussi ce le soit truc. trop Bah ouais, visible. quand c'est trop visible, Ouais. c'est trop flagrant, Oui, ça c'est fait trop fake. Ouais. C'est un urbex parce qu'on est dans une exploration urbaine, mais le lieu, je le connais très bien et il n'y a pas eu du tout de mort ici. C'est une fiction complète que j'ai écrite. Le but de ces courts-métrages que je fais, c'est que la personne qui va regarder la vidéo va penser à un vrai urbex, à une vidéo complètement normale, et en fait, va découvrir que ça finit très très mal, qu'il se passe des choses complètement folles, et petit à petit, ils vont se dire wow, c'est une histoire complètement flippante qui est à la limite du irréalisable. Enfin, vraiment, on traite du paranormal. Et petit à petit, ils vont comprendre que c'est une fiction, et ça, on le dévoile qu'à la fin. J'implique d'autres gens, alors en général, pas spécialement besoin d'impliquer d'autres personnes. Là, j'avais besoin d'impliquer Rosalie et Chanel qui me file un coup de main pour tout ce qui est sur la réal à côté, les accessoires, la perche, la super perche, voilà, qui me file un coup de main pour tout le reste. Les lumières, 2-3 trucs. Rosalie, c'est ma belle-fille et Chanel, c'est ma petite cousine. La plupart des gens créent des souvenirs dans des lieux complètement, j'ai envie de dire, basiques, quand ils vont au parc, quand ils vont dans des centres, des parcs d'attractions et tout ça. Et nous, en fait, on est sur une autre lignée de souvenirs. C'est très peu de gens qui vont avoir des soirées comme ça dans des lieux abandonnés à faire des courts-métrages. Ça reste quand même hors du commun. Et tu vois, je vais commencer à disposer toutes les photos que j'ai faites et les faux plans. Déjà, donc passer un moment ensemble, c'est super agréable. Et en plus, Guillaume, on se rejoint un peu parce que moi aussi, j'adore tout ce qui est paranormal, urbex, lieu abandonné. Tu m'as déjà emmené. En plus, c'était une bonne occasion. Surtout que le paranormal, en plus, j'adore ça aussi. Donc là, pouvoir créer un court-métrage, je trouve ça trop bien. Hein. Donc c'était avec plaisir que je le rejoins, quoi. Bah ouais, c'est clair. Ah ouais. Du coup, là, on va pouvoir passer à la scène suivante. Il manque que la petite peau que j'ai coupée tout à l'heure. On va la chercher en bas, on va la disposer un peu cachée ici, tu vois, et c'est parti après, on continue. Allez, c'est parti. Selon les pratiques et selon la manière de faire, l'urbex peut révéler différents éléments sur notre société contemporaine. Moi, je vois un élément important quand même, c'est un certain goût de liberté, de déambulation. C'est-à-dire que dans l'urbex, il y a quand même l'idée de s'approprier un espace de manière assez libre, sans contrainte,
C'est un lieu pour réfléchir, on se met en dehors du monde, où on peut du coup se confronter un peu à des choses essentielles. C'est un lieu de silence, ça peut être une fuite de la civilisation, ça peut être une fuite du bruit. Dans l'urbex, il y a une dimension sans aucun doute d'interrogation sur le passé. Ça correspond assez bien aux années urbex, 90-2000. Pourquoi ? Parce que c'est la fin du communisme finalement. C'est la fin du socialisme réformateur, avec les partis socialistes qui deviennent tous très gestionnaires. Bref, il y a tout un monde qui s'écroule, qui était celui des futurs qui chantent, des futurs qui transforment l'humanité, des futurs progressistes. Et peut-être que du coup, le passé est plus important. Il y a moins de futurs, on peut moins envisager le futur qu'autrefois. Et du coup, aller dans les lieux du passé, c'est finalement s'en servir aussi pour le présent. Je m'appelle Timothy NM. Je me considère comme explorateur urbain puisque c'est ce que je fais dans l'urbex. C'est le plaisir de se promener, de sortir un peu de sa bulle et d'être tranquille. C'est très calme. On entend les oiseaux, on entend les arbres qui craquent un peu, qui bougent. On peut tomber sur des animaux. On est dans une société où tout va très vite, il y a beaucoup de bruit. On est souvent sur nos écrans. Là, on n'est pas sur nos écrans, on doit faire attention où on met les pieds. On fait attention à ce qu'on voit, on fait attention à ce qu'on entend aussi. Donc, en fait, on a beaucoup plus les sens en éveil. Et en fait, c'est marrant parce qu'en visitant un lieu mort comme ça, on se sent beaucoup plus vivant. Je raconte mes visites sur mon site avec des photos et du texte, à la manière un peu d'un livre. Et enquêteur un peu amateur, oui, puisque je fouille sur Google l'histoire des lieux et j'enquête façon de parler en me renseignant dans des bibliothèques ou dans des livres pour essayer de reconstituer l'histoire des lieux. Donc on peut appeler ça de l'archéologie moderne amateur en fait. Alors nous sommes dans un lieu que j'ai visité en 2011. C'est des amis qui me l'ont présenté et j'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce lieu. D'abord de par son architecture, parce que déjà c'est un manoir qui est vraiment immense. Il y a une douzaine de chambres, il y a plein de salles de bain, il y a un magnifique cloître où on est là. Il y a des grandes pièces et donc ça, pour l'architecture, c'est déjà énorme. Donc là, on est dans le grand hall, avec l'entrée qui est juste ici. Avec sa superbe cheminée, qui est un peu taguée maintenant, c'est dommage. Là, on est dans la salle à manger, qui était bien grande et bien jolie. Il y avait de très jolies fresques qui avaient été peintes exprès pour le manoir à l'époque. Là, il faut faire très attention parce que le plancher est vraiment en très très mauvais état. Donc il faut vraiment faire gaffe où on met les pieds. Le manoir a été construit c'est un sénateur qui l'a fait construire au début du XXe siècle. Mais un peu avant la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, il y a une famille d'origine juive, enfin une famille juive qui l'a habité et qui ont été chassés et à moitié déportés par les Allemands. Et ça aussi, ça me parle parce que dans ma famille, du côté de ma mère, mon grand-père a aussi été déporté pendant la guerre par les Allemands. Donc il y a un peu un espèce de relationnel qui fait que ça me touche aussi. Et ce lieu fut abandonné dès la fin de la Deuxième Guerre mondiale, en fait, après avoir été pillé par les Allemands, puis par les Américains, puis par les Français, puis peut-être par les habitants du village. Il est resté dans cet état, en fait. Depuis 70 ans, un peu plus, il n'a pas bougé. Il n'y a jamais eu aucune tentative de restauration, même de sécurisation, il n'y a aucun grillage, il n'y a rien, il est hyper accessible. Et c'est fou que le lieu soit toujours là après toutes ces années. Moi, je l'aime bien parce qu'il est au milieu d'un grand domaine. On traverse une sorte de mini-champ en venant. Ensuite, on peut se promener dans un bois de 30 hectares qui est juste à côté. Donc il y a vraiment un côté très paisible, un peu en contraste avec l'histoire un peu chahutée qu'a eu ce lieu il y a une cinquantaine d'années.
Le sénateur, je vois bien en costume d'époque, un petit costard très classe. Il a une jolie barbe, il est bien peigné. Donc c'est vraiment le type même du sénateur propre et respectable de l'époque. Alors si je devais décrire cette pièce à la grande époque, il y aurait une immense bibliothèque ici, avec le bureau où le sénateur travaillait. Ici, il y avait une grille en fer forgé avec un espace pour prier spécialement que le sénateur avait fait installer là parce qu'il s'était converti au catholicisme avant son mariage. Je vois bien le sénateur lié à des actualités sur les taxis parce que ça a été l'inventeur du compteur de taxi, entre autres. Ça devait être très calme parce qu'il a fait construire ce manoir exprès pour avoir une maison de campagne, entre guillemets, une petite maison de campagne à 1h30 de Paris à l'époque. Donc je pense qu'il y venait vraiment pour se reposer. Pour moi, l'exploration urbaine, c'est pas que visiter des lieux abandonnés, c'est aussi se renseigner sur leur histoire. Et on va dire que c'est 20% la visite et 80% on passe des heures et des heures sur des sites de généalogie, de cartes postales anciennes, de bases départementales avec des archives, des cadastres, ce genre de choses, pour vraiment essayer de reconstituer toute l'histoire du lieu. J'ai appelé une personne qui a vécu ici quand elle était enfant, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Elle est revenue avec ce qui restait de sa famille, qui avait été déportée par les Allemands. Et elle avait eu 7-8 ans dans les années 50, et au téléphone, elle m'a raconté comment c'était ici, à la fin de la guerre. Et c'est grâce à elle que j'ai su que dès la fin de la guerre, le manoir était déjà complètement vidé. Et le lieu prend une toute autre image une fois qu'on a tous ces témoignages, en fait. Quand on s'imagine que dans les années 50, une gamine de 8 ans venait cueillir des myrtilles autour du manoir, c'est plus du tout l'image du lieu qui fait peur, et juste qui fait peur. C'est ce qui me plaît en fait dans l'exploration urbaine. Je visite des lieux où il n'y a pas grand-chose, ils sont tout vides, ils sont tout en ruine, tout tagués. Et en fait, à force d'apprendre des choses, ils deviennent vachement plus intéressants en fait, et riches aussi, surtout pour ce lieu. En fait, ce qu'on trouve dans l'urbex, qu'on voit se développer depuis les années 1970 et dont l'urbex est une des grosses incarnations contemporaines, c'est ce qu'on peut appeler le patrimoine par le bas. C'est-à-dire l'idée que des gens qui ne sont pas des professionnels de l'histoire ou du passé, donc qui sont ni historiens, ni archivistes, ni conservateurs de musées, vont développer un goût pour le patrimoine qui ne vient pas de la culture savante, mais qui vient d'autres racines, plus populaires, plus locales, plus ordinaires, entre guillemets. Et donc, du coup, il y a véritablement toute une mise en scène et toute une mise en avant de ce patrimoine par les urbexeurs. Et certains essayent de se rapprocher des canons standards de l'histoire, d'autres le font simplement à leur manière. Et c'est assez frappant. Il y en a qui vont même rechercher les plans ensuite dans les archives pour pouvoir mieux documenter ce qu'ils ont vécu. Et donc là, on a véritablement un engouement patrimonial très particulier dont l'urbex est évidemment spécifique. C'est des documents que j'ai trouvés au fil de mes recherches sur l'histoire de ce lieu. Et en fait, je voyais souvent passer sur eBay des trucs à vendre avec des photos. Enfin, il y avait juste le nom de l'ouvrage en fait, qui disait juste contient 5-6 photos de ce château-là. Et sans jamais savoir à quoi il ressemblait. Et je me suis dit, allez, c'est l'occasion, je saute le pas, je dépense un peu d'argent et j'enchéris sur ces documents. Et je les ai reçus au fil des semaines comme ça. Et la surprise de fou, c'est de les découvrir après en vrai et de découvrir des photos magnifiques dans un format immense. Donc quand on s'intéresse un peu à l'histoire d'un lieu, comme moi je le fais, c'est assez dingue de voir le lieu quand il était complètement propre, magnifique, avec toute la végétation qui grimpait dessus déjà à l'époque, mais là c'était voulu. Donc ça c'est marrant parce que maintenant c'est plus le cas, c'est vraiment la nature qui a repris le contrôle. Donc voilà le cloître tel qu'il était il y a 70 ans. On voit que c'était beaucoup plus lumineux parce qu'il n'y avait pas tous les arbres qui ont poussé entre-temps. On voit aussi c'est marrant, c'est qu'on voit qu'il y avait vraiment beaucoup plus de lierre en fait à l'époque, qui a dû disparaître avec le temps, j'imagine. Puis
Puis il y avait un petit puits avec une chaîne, il y avait des statues. C'était vraiment richement décoré. Et maintenant, on a du mal à croire que c'est le même endroit. Alors voilà la salle à manger telle qu'elle était il y a une centaine d'années lors de la construction du manoir. On voit qu'il y avait de magnifiques fresques bucoliques, paysagères qui faisaient tout le tour de la pièce. On voit qu'il y avait un magnifique meuble avec plein d'assiettes un peu partout. Il y avait une énorme table, probablement en chêne, avec dessus des petites statuettes, des petits angelots. Donc vraiment c'était une très grande pièce éclairée par la lumière du soleil le matin, plein est. Alors là, c'est l'ancien escalier principal, enfin, une photo de l'escalier qui a complètement disparu. Et c'est vraiment une photo intéressante parce que le lieu a tellement changé en 100 ans qu'il n'y a aucun moyen de savoir, de deviner que c'était comme ça avant. C'est vraiment un voyage dans le temps assez incroyable. D'une certaine manière, l'urbex permet de s'approprier un peu soi-même le patrimoine, puisque vous n'êtes pas guidé. Parfois, on ne sait même pas trop à quoi correspond le bâtiment, on ne sait pas à quelle pièce est allouée quoi, on a du mal à identifier un certain nombre d'inscriptions. Bref, on a un peu l'impression qu'il y a une forme d'énigme et de mystère patrimonial, que vous pouvez être le seul ou un des seuls à résoudre. Donc les gens ont l'impression comme ça d'avoir un rapport plus authentique, plus dense au patrimoine. Ça, c'est très frappant, l'idée de dire, ben voilà, on fait ce que les autres ne font pas. Nous, on va dans des lieux qui sont abandonnés, on va dans des lieux qui n'intéressent pas les autorités officielles de l'histoire ou du passé, et d'une certaine manière, on peut se les approprier. Donc vraiment, c'est une forme d'appropriation, de rapport au passé très, très particulière, et qui fait partie d'ailleurs du patrimoine. Il n'y a pas de raison de hiérarchiser. Il y a un patrimoine savant, documenté, référencé, catalogué, inventorié, par différentes institutions. Et puis il y a cette manière un peu sauvage, un peu personnelle de s'approprier le passé par le bas. Quand on visite ce genre de lieu, on a un peu la vision de ce qu'on sera nous plus tard, c'est-à-dire mort, en ruine, il ne restera plus que le squelette. Comme là, on voit c'est plus qu'un squelette. Et en fait, de documenter ces lieux, de prendre des photos et de reconstituer leur histoire, c'est une manière un peu de les préserver. Donc c'est un peu une sorte de, pas de devoir de mémoire, parce que c'est un terme qui est plutôt connoté pour quelque chose de beaucoup plus important, mais il y a une sorte de travail sur l'oubli en fait. Peut-être que j'ai du mal à accepter que les choses meurent et qu'elles soient éphémères et ne durent pas. Et donc du coup, j'essaie de conserver le plus possible de choses pour qu'au moins il reste une trace. C'est un lieu que je connaissais depuis très longtemps, depuis les années 90. Je passais devant, je bavais devant ce château. Et puis début 2015, on a eu vent qu'il était ouvert. Et à peine arrivé dans la grande prairie, qui n'était pas une grande prairie à l'époque, c'était rempli d'arbres, de rejets, etc. Quand je l'ai vu, c'était mort. Je ne sais pas comment t'expliquer le fait que je me suis dit non, celui-là, il ne peut pas partir, il ne peut pas s'écrouler. Voilà, c'est un attachement spontané, parce qu'il est là depuis 1641 dans un état quasiment identique. Donc là, je vais vous emmener à la salle de musique, enfin l'ancienne salle de musique, pour vous montrer à quel point des chéneaux pas nettoyés, ça peut engendrer des dégâts. Faut faire gaffe, il y a un trou. Parce que ça a été mangé par les vers. La poutre maîtresse, elle est complètement bouffée par les infiltrations d'un côté et la mérule de l'autre. Là, on voit bien les traces noires sur le plâtre. Donc voilà, quand des gouttières intégrées dans les façades sont pas nettoyées, et ben voilà, ça donne ça. Voilà, donc là, c'est stabilisé. On n'est pas dans la restauration, on est dans la préservation avec les moyens qu'on a. Donc ça tient.
J'ai eu son numéro de téléphone, allô, oui, bon, c'est moi, bonjour, voilà, votre château, vous faites quoi? Bah oui, je sais pas trop, bah vous savez, il était en vente, etc. Et voilà, et le propriétaire s'est dit, bon, bah banco, demain, viens, prends les clés. C'était les premiers surpris. C'est un arrangement comme ça qu'il y a eu entre nous. Nous, on a expliqué qu'on allait faire tout ce qu'on pouvait pour que d'abord il soit plus urbexé, qu'il soit plus visité, et le valoriser. C'est des petites choses, en fait, qui nécessitent pas un gros budget. Hein. Un pot de xylophène, c'est pas la mort. On repère quand les bêtes sont passées. On traite pour stopper les bêtes. Donc, c'est pas spectaculaire, c'est sûr, parce que de dehors, ça se voit pas. Mais c'est ce qui fait qu'une charpente comme celle-là, qui est, pour la majorité des éléments, probablement d'origine du château, bah, elle est toujours là, parce qu'avant nous, il y a des gens qui l'ont fait. Mais n'empêche que c'est ce qui fait que depuis 7 ans, il n'est pas par terre. Et que sûrement... C'est le propriétaire qui le dit, si on n'était pas là, il serait par terre. Là, c'est l'aboutissement de l'urbex, tu vois. Voilà, quand on arrive là, moi, c'est fini, là. Quelquefois, on fait une petite friche industrielle, comme ça, parce que le patrimoine industriel nous intéresse beaucoup, mais notre passion, comme ça, d'explorer des lieux inoccupés, hein, je vais pas dire abandonnés, j'assume, inoccupés, ben voilà, on a trouvé du sens. Et le sens, c'est d'aider ce foutu château à pas se casser la gueule. Initialement, les visiteurs, entre guillemets, passaient par là. Le volet était simplement rabattu à l'extérieur et il a bien fallu qu'au départ, quelqu'un casse la crémone. Le morceau de ferraille a été cassé, alors je ne sais pas de quelle manière, certainement en forçant au pied de biche. Donc là, elle est condamnée de chez condamnée. Viens, chérie. Donc voilà, ça c'est un vestige de casse. Ce que j'aime pas dans l'urbex, majoritairement, c'est les fractions. Et tu écoutes ces gens-là, c'est toujours ouvert. C'est marrant quand même. Enfin, il n'y a pas un proprio qui s'en va en se disant « Tiens, je vais laisser mon château ouvert, faut arrêter, quoi. » J'ai l'impression que c'est souvent, en fait, les endroits sont une croix sur une liste. Bon, voilà, c'est bon, on a fait. C'est l'amour de moi. Enfin, moi, je vois ça comme ça, l'amour de moi. J'ai mis mes photos, regardez comme elles sont belles. Et voilà, et quid amoureux du patrimoine, quid du sens, en fait. Ça n'a pas de sens, ça participe à dégrader parce que dès qu'un lieu est connu, on sait ce qui se passe après. Hein. Pour moi, puisqu'il faut prononcer le mot urbex, ce qui m'importe, c'est l'histoire des gens et des patrimoines, voilà, de ce que je découvre. Enfin, je dis je, mais on fait ça à deux. Je crois que tous les deux, on est animés par la même chose, c'est, voilà, qui était là, qui a fait quoi. Les gens du château, je peux pas m'empêcher de penser à eux tout le temps. Bon, souvent Sainte-Jeanne quand même, mais quelquefois la baronne, quelquefois son mari, qui n'a pas dû venir ici souvent, mais oui, ils sont là, quoi. Et la baronne, elle repose au cimetière, bien sûr qu'il y a de l'émotion, et bien sûr qu'ils sont là tout le temps, ouais, c'est sûr, c'est sûr. La baronne, elle est née en 1854, elle s'appelait Madeleine Françoise Sophie. Elle était très austère, mais en même temps, elle disait, d'après témoignage de son arrière-petite-nièce, qu'elle préférait s'habiller en blanc. Donc on peut l'imaginer dans une belle robe blanche, avec une belle capeline sur la tête, son ombrelle, etc., poser l'ombrelle, se mettre dans le sofa et attendre qu'on lui amène des orangeades, en compagnie de jeunes séminaristes ayant raté l'entrée au concours de l'église. De quoi ils pouvaient parler sans doute de religion, parce qu'elle était vraiment très, très pieuse, la baronne. J'ai juste le projet que voilà, un jour de plus, il est debout. Un jour de plus, le parc est encore plus beau. C'est un... Enfin voilà, il vaut quelque chose, cet endroit. Et du coup, je participe à continuer à lui donner de la valeur. Et c'est pour ça que je suis là, quoi. Et tant que je serai là, il sera debout.